Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Il est 19 h, bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 18 décembre. Nouvelle mobilisation des AVS, les auxiliaires de vie scolaire et des étudiants de Sciences Po. Vous les entendrez dans ce journal. À une semaine de Noël, ne vous arrachez plus les cheveux, pas la peine non plus de faire chauffer la carte bleue. Nous vous proposons ce soir une idée de menu à moins de 20 €. Enfin, la Wi-Fi dans les endroits stratégiques de la vie rose. Mais tout d'abord, c'est demain que sera lancée depuis Kourou, en Guyane, la mission Gaïa, le méga télescope Made in Toulouse. Le satellite construit chez Astrium doit, pendant sa mission, cartographier la Voie lactée, soit pas moins d'1 milliard d'étoiles, et ce, pour nous permettre d'améliorer notre connaissance de la structure de notre galaxie, sa formation et son évolution. La voûte céleste compte plusieurs milliards d'étoiles. Facebook, 1 milliard d'utilisateurs. 1 milliard, c'est justement le nombre d'étoiles que le satellite Gaïa prévoit de localiser. La localisation des étoiles, leur caractérisation, leur couleur, leur vitesse, leur évolution au cours des âges depuis la dernière cartographie, c'est exactement ça que Gaïa va faire. Et en plus de ça, Gaïa va mesurer très précisément des objets célestes au-delà de la galaxie même pour faire de l'astrophysique et en particulier essayer de localiser où se trouverait l'univers noir, c'est-à-dire la partie de l'univers que les astronomes n'ont pas encore vue et que pourtant ils prédisent ça doit exister mais on ne sait pas où. La dernière cartographie de la galaxie nous avait été ramenée de la mission Hipparcos. Le satellite avait alors permis de mesurer la position d'1 million d'étoiles il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on sait qu'il existe 1 milliard d'étoiles que Gaïa va pouvoir mesurer avec beaucoup plus de précision qu'Hipparcos. La mission Gaïa emporte d'ailleurs avec elle des instruments de très haute technologie, dont un instrument d'1 milliard de pixels. En fait, on voit deux télescopes ici, deux énormes télescopes d'1,50 m de diamètre, qui sont mis sur une même structure parce que Gaïa va mesurer en fait chaque étoile 2 fois. Il tourne autour de son axe principal et chaque télescope va voir l'étoile sur le premier télescope, puis sur le deuxième télescope. Et de cette façon-là, les scientifiques ensuite vont pouvoir restituer la position exacte de l'étoile. Et ça donne des appareils photo qui sont énormes, 2 fois 1,50 m de diamètre. Les paparazzis qui sont sur les bords d'un circuit de F1, je suis désolé, mais on fait beaucoup mieux que maintenant. Oui. Et avec ce milliard de pixels, on va pouvoir voir une énorme partie du cosmos, donc de la galaxie, et mesurer la position exacte des étoiles. Une fois ces données recueillies et analysées par les scientifiques, une banque de données de notre galaxie devrait être consultable à l'issue de la mission en 2020. On pourra alors avoir accès à un mur comme sur Facebook et savoir ainsi comment par exemple notre galaxie se déplace par rapport à tous les autres éléments du cosmos et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Les aventures passionnantes de Gaïa sont à suivre à partir du 19 décembre sur le site de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et le lancement de la mission Gaïa est à suivre également en direct de la Cité de l'Espace demain à partir de 9h30, 9h30. Au chapitre social, 2 mobilisations aujourd'hui à Toulouse, Jean-Marc. Et oui, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont bien des humains, des étudiants en tout cas, qui aujourd'hui étaient devant l'IEP, l'Institut d'études politiques de Toulouse. Ils dénoncent le désengagement de l'État dans l'enseignement supérieur, la hausse des frais d'inscription et la dégradation des conditions d'études. Ils étaient une centaine rassemblés aujourd'hui à l'appel de l'UNEF, devant donc l'IEP, au même moment où se tenait le conseil d'administration pour voter le budget. On écoute la secrétaire générale de l'UNEF 31, Margot Petit-Breuil, au micro d'Alain Sorat. Non, il y a un gros problème de budget à l'IEP de Toulouse. Il y a des dépenses qui sont de plus en plus importantes, dues notamment à la sécurité. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est que ce n'est pas aux étudiants de payer justement ces frais supplémentaires. On dénonce le financement privé des IEP par la FNSP, la Fondation nationale des sciences politiques. Et aujourd'hui, nous, on demande un financement plus public des IEP qui ne fasse pas trinquer les étudiants. Qui dit augmentation des frais d'inscription, dit aussi une perte de certains étudiants qui n'auraient plus les moyens de payer leurs frais d'inscription parce qu'une situation familiale délicate, un travail l'été qui permet de payer ces frais d'inscription actuellement de 700 € qui pourrait désormais aller jusqu'à 3 000 €. L'année dernière, il y a déjà eu 90 000 € de rallonge budgétaire. On y croit, c'est possible. Actuellement, c'est une mobilisation qui se construit partout en France. Et comme je disais, à Lille, à Grenoble, à Paris, il y a des mobilisations. Donc on ne désespère pas et on espère bien sûr avoir une entente et une écoute plus nationale.
Voilà, et pour être tout à fait complet sur ce dossier, je vous signale que le budget a été voté cet après-midi donc par le conseil d'administration. Les étudiants se sont prononcés contre. L'UNEF appelle donc à une nouvelle mobilisation dès la reprise des cours début 2014. Et puis les AVS étaient également mobilisés, Jean-Marc. Et oui, ce sont une quarantaine d'auxiliaires de vie scolaire qui se sont rassemblés aujourd'hui devant le rectorat cet après-midi et demandent toujours la prolongation de tous les contrats AVS, la réembauche des AVS licenciés et la mise en place d'une véritable formation ainsi qu'un vrai statut professionnel pérenne. Je vous rappelle que les AVS accompagnent les élèves en situation de handicap afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans des établissements dits ordinaires. On compte 1000 AVS en Haute-Garonne. Il faut signaler qu'ils ont été reçus par une adjointe de Marie-Arlette Carlotti cette semaine, qui est la ministre déléguée aux handicapés, et ils ont demandé une audition à Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. On écoute leurs revendications au micro d'Alain Sorat. En fait, on a pu faire remonter les dysfonctionnements concernant la CDIsation, des mesures discriminatoires aussi concernant cette CDIsation justement, et du manque d'AVS en fait sur le territoire par rapport au nombre d'enfants qui sont censés avoir un accompagnement d'auxiliaire de vie scolaire. Il y a une annonce, une très belle annonce, titularisation de plus de 28 000 AVS, mais dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de création de postes, voilà, il n'y a rien. Donc c'est le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y a des AVS qui sont virés, il y a des enfants qui ne sont pas accompagnés, il y a des drames, voilà, il y a de la maltraitance, voilà, c'est envers les enfants, envers les AVS, envers les professeurs, envers les parents des enfants handicapés, voilà. Donc nous on dénonce cette situation et on continuera à lutter. Du Wi-Fi dans la ville de Toulouse en plein air, c'est le cas au Muséum de Toulouse par exemple, c'est le cas aussi au musée des abattoirs ou encore à la Halle aux Grains, Sophie. Ou encore au Stadium également. Et après le square Charles de Gaulle, la mairie de Toulouse offre à présent le Wi-Fi en accès libre dans le lieu le plus symbolique de la ville, évidemment la place du Capitole. Le réseau Mairie Toulouse Public y est disponible depuis 2 jours. Pourtant les Toulousains ne sont pas tous persuadés de son utilité, c'est en tout cas ce qu'a constaté Jérôme Bolloc. La place du Capitole est la seconde zone de Wi-Fi libre à Toulouse après le square Charles de Gaulle. Dans cette zone, en 10 mois, la mairie a reçu 16 000 connexions. Si la démarche a clairement un intérêt pour les touristes n'ayant pas forcément un abonnement leur permettant de surfer en 3G à l'étranger, pour les Toulousains, en revanche, les avis sont partagés. J'ai un abonnement, donc c'est pas tellement utile. Mais je préfère pour d'autres qui n'ont pas d'abonnement et tout ce qui suit. Tout le monde veut se connecter partout aujourd'hui, donc je veux dire c'est une bonne opportunité si on doit se connecter à tout prix et qu'on ne veut pas utiliser son forfait 3G, au moins on peut se connecter gratuitement avec la Wi-Fi. Je n'utilise jamais la Wi-Fi à part chez moi, donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai un vieux téléphone, hein, et je tape encore avec mes doigts pour répondre à ma femme qui vient de m'envoyer un SMS. Voilà, donc Wi-Fi, ça ne m'intéresse pas ailleurs que chez moi. C'est bien, je trouve, parce que comme ça, on peut en profiter partout. Et bon, c'est tout. Bien entendu, la question de la propagation des ondes inquiète certains Toulousains. C'est l'avenir, le numérique, mais après, j'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la santé, tout simplement, parce qu'on se pose des questions sur le Wi-Fi. Oui, par rapport à nos enfants, oui. Pourquoi ? D'après certaines études, ils disent que c'est dangereux pour eux. Maintenant, il faut voir. Ça n'a pas été prouvé, malheureusement, encore. C'est en cours. À savoir, ce réseau n'atteint pas les commerces. La mairie de Toulouse réfléchit actuellement à un vaste plan Wi-Fi. Des décisions pourraient être prises au printemps. La Dorade ou Saint-Cernin pourraient avoir la Wi-Fi libre. Cessez de regarder vos mails, Jean-Marc. C'est vrai, mais je suis en Wi-Fi, j'ai le droit. Enchaînez donc sur Noël. Très bien, oui, certains chantent Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel, et on pourrait rajouter va donc au restaurant. Et on peut aller au restaurant, en effet, et on a rencontré le chef étoilé. Ou rester chez soi. Oui, Franck Rénimel, qui est le chef étoilé du restaurant En Marge à Toulouse. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs chefs étoilés à Toulouse. On peut aller d'ailleurs sur le site officiel du tourisme de la région Midi-Pyrénées pour voir tous ces chefs et savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils donnent comme conseil. Et donc, c'est François Guin. Ce chef étoilé, Franck Rénimel, après nous avoir expliqué hier dans notre journal l'importance des circuits courts, il va vous faire peut-être saliver ce soir pour vous donner quelques idées. Il faut maîtriser, vous allez le voir, quand même un petit peu l'art du piano. Oui, et qui plus est, c'est un repas qu'il nous propose pour 20 € par personne. C'est pas si cher quand on y pense. On regarde. Quel menu pour un repas de fête? Un casse-tête pour certains, un plaisir pour Franck Rénimel, au point d'arriver les mains dans les poches au marché des Carmes et de laisser venir les idées en regardant les produits. J'ai une idée peut-être de crème de potimarron, en rajoutant un petit peu de châtaigne
On va faire peut-être un tartare de Saint-Jacques avec, une petite émulsion de volaille et ça suffira largement. Ensuite en plat, on va travailler le pigeon, on va complètement le désosser, le rôtir. On va servir ça avec un petit sushi. On récupérera peut-être les ailes et les cuisses pour faire l'intérieur du sushi avec un petit peu d'épices, avec quelques carottes de couleur pour amener un petit peu de gaieté pour les fêtes. Et pour le dessert, le fruit exotique remplace la boule de cristal. Je vois ce fruit peut-être ouvert à 3/4 dans ce sens et poser sur l'assiette et venir vraiment garnir le fruit avec une petite crème peut-être légèrement vanillée parce qu'on est quand même sur un dessert exotique et à côté une mangue peut-être rôtie ou un morceau d'ananas. L'inspiration est là, place à l'exécution. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir partir en cuisine et préparer tout ça. Direction Oreville, à 10 minutes de Toulouse, pour rejoindre son restaurant En Marge, 1 étoile au Michelin et près de 20 salariés. C'est son terrain de création. On se met en cuisine. Donc on retrouve du marché dans notre pigeon au Saint-Jacques. Je vais vous montrer deux techniques en fait pour les préparer. Pour la partie principale du plat, c'est le filet qu'il faut conserver. On met le couteau axé sur la carcasse, légèrement de biais, pour laisser un minimum de chair en fait sur le pigeon. Pendant qu'il part en cuisson, le chef s'attaque à l'entrée avec une technique pour ouvrir la robuste coquille Saint-Jacques. Bien casser à la base de la Saint-Jacques vraiment la croche. Ensuite, on va venir sous la barre de passé et racler très fort dessus. Voilà. Pour laisser la noix sera coupée en petits morceaux. C'est le tartare qui viendra sur la crème de potimarron, obtenue à partir d'un légume entier. On l'a fait compoter dans de la crème, on a rajouté des châtaignes, du sucre uniquement et ensuite on l'a mixé. Avant de recouvrir le tout d'une émulsion de volaille, sans oublier la petite touche locale de ce chef toulousain. Une petite violette. Le temps de dresser l'entrée, voilà le pigeon prêt. En cuisson, on est sur 2-3 minutes sur le pigeon. Sur fond de crème d'artichaut, le filet est placé, à ses côtés le sushi de pigeon, accolé à son croustillant de sésame et en accompagnement une petite salade de vieux légumes du marché. On va être sur du chaud. On va être sur du froid, il va y avoir un mélange de textures qui est parfaitement équilibré. Et on finit par le dessert où il est question de crème princesse. Et je vais venir remplir la grenadille. Je vais venir ajouter de la grenade dedans. Avec une tuile de sucre comme fermoir, le tout sur fond de rondelles de mangue et d'ananas. Sans oublier la touche du chef pour la présentation. Jouer avec un visuel avec du volume, avec des chips de pané ou des chips de patates douces. 20 € par assiette, c'est le coût en matière première pour ces 3 plats. Le reste étant bien sûr question de talent. Avec un tarif relativement abordable, simple, on n'est pas sur des produits vraiment du caviar, de la truffe ou quoi que ce soit. On peut vraiment s'amuser et faire des choses très, très amusantes et surprenantes. Tartare de Saint-Jacques et pigeon rôti, c'est le menu chez les Lucas? Ah oui, ça donne très envie de réussir à le faire en tout cas. Hein. Mais bon, nous ne sommes que de piètres cuisiniers. C'est vrai, je le savais que vous n'étiez pas bon en cuisine. On ouvre une page sport. Bon, on ira chez vous à Noël alors, merci. Le sport, oui, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera l'OM contre le TFC. Le TFC très heureux d'ailleurs d'avoir gagné contre le FC Nantes. C'est du foot. Le TFC diminue et tentera quand même de conserver cette bonne dynamique de résultats au stade Vélodrome. C'est ce soir, François Guin. Comment concilier les ambitions affichées en Coupe de la Ligue avec un effectif diminué? Voilà le dilemme pour le TFC. Ce soir à 20h55, c'est privé de 5 joueurs qu'ils affronteront l'Olympique de Marseille. C'est au milieu que l'équipe est la plus affaiblie. Trero, Chantôme et Ninkov ne seront pas du déplacement. Guido en sera, mais un mollet douloureux ne lui assure pas une place dans le 11 de départ. Ajoutez à cela la suspension de Zebina. Voilà qui donne une chance aux plus jeunes. Les espoirs Vena, Hassani, Trichard et Rodriguez viennent renforcer le groupe. En attaque, Ben Bassat pourrait débuter. Côté Marseille, l'heure est à la reconquête sous plusieurs aspects. D'un fond de jeu tout d'abord, plus digne d'une équipe de son rang, et d'une dynamique de résultats après 4 matchs sans succès. J'ai vu le match de Nantes, j'ai vu pas mal de matchs. J'ai vu le match contre Lyon, parce qu'en préparant Lyon, j'avais vu le match Lyon-Toulouse. Et là, je me suis aperçu que c'est une équipe qui est vraiment emmerdante à jouer, parce que c'est une des seules qui joue avec le système A5, qui bâtit vraiment une certaine force défensive. Après, il y en a beaucoup qui s'y cassent les dents, d'autres qui réussissent. Aux Toulousains à présent de montrer leur capacité à enchaîner les bonnes performances après leur succès à Nantes. Ils n'ont plus franchi les 8e de finale en Coupe de la Ligue depuis la saison 2009-2010, année de demi-finale, perdue face aux Marseillais justement. Et oui,
Le sport, Sophie. Vous avez désavoué votre vie, le Natal. Qu'est-ce que ça Non, veut on dire? parle culture maintenant avec le Festival de Luchon, le Festival de la création audiovisuelle et télévisuelle d'ailleurs. Ce sera Patrick Poivre d'Arvor qui sera le président du jury du festival. Très belle photo de Patrick Poivre d'Arvor. Ouais, c'est Serge Moati qui l'a choisi, qui est le président évidemment du festival, lui, dans son ensemble. Pour la sélection, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui donnera son avis. Et le festival se tient du 12 au 16 février prochain à Luchon, et nous y serons d'ailleurs. Bien sûr, comme chaque année. Et puis, ils ont fait un détour par nos studios et ont rendu visite à Greg Lamazère dans son émission Courrier Sud. Franck Dubosc et Kev Adams sont en promo pour Fiston, le film de Pascal Bourdieu dans les salles au mois de mars, Jean-Marc. Et oui, alors pour ceux qui auraient raté l'émission, vous pouvez voir l'émission de Greg Lamazère à 20h25 et à 22h20 ce jour. Alors le film Fiston nous plonge plus ou moins dans une idée de coaching amoureux. On ne peut pas tout dévoiler de l'histoire. Morceau choisi par nos stagiaires, les stagiaires qui sont amoureux de Kev Adams en général. Et il faut savoir que dans toutes les entreprises de France en ce moment, il y a des stagiaires de 3e. Une petite pensée pour eux et on regarde donc ce morceau d'émission. Pourquoi faire la promo ou en tout cas présenter ce film bien avant aux spectateurs dans les cinémas UGC ici à Toulouse ou Beaumont-la-Beige? Parce que c'est tout. D'abord parce qu'on aime le film et qu'on avait hâte de partir avec sous le bras et de le présenter aux gens, puisqu'il est fini. Après, il y a des dates de sortie qui se décident par rapport à des calendriers, des productions, des distributions et tout. Mais nous, le film, il est là et on a envie de le montrer. Ce n'est pas pour voir les réactions du public, comme aux États-Unis, des previews, ça, pour aller faire du montage. Encore. Il y en a eu avant des choses comme ça. Et maintenant, c'est le film qu'on aime nous. Et voilà, on n'a qu'une hâte, c'est de l'amener. Donc voilà. C'est vraiment un film qu'on aime beaucoup tous les deux et on s'est dit pourquoi attendre la date de la sortie pour le montrer aux gens. En plus, on a la chance que sur les réseaux sociaux, les gens nous demandent déjà de voir le film, quand est-ce qu'on peut le voir, etc. Donc on s'est dit plus tôt on peut le montrer, plus tôt mieux c'est. Je suis presque déçu parce que lorsque vous apparaissez dans ce film, c'est avec une barbe bien épaisse et un soupule qui moule vos formes avantageuses. Vous jouez un personnage. Vous êtes déçu ou vous êtes jaloux? Bien sûr. Mais regardez. Le mot n'est pas le même. Je vous regarde et je me dis c'est pas le mot déçu qu'il a voulu dire, c'est jaloux. Mais ne serait-ce que parler, approcher à une fille, mais simplement pour essayer de la séduire, parce que la vie c'est un jeu de séduction. Ça c'est vraiment compliqué. C'est un des thèmes du film. C'est surtout compliqué quand on l'aime. C'est quand on est amoureux que c'est compliqué. Quand on n'est pas amoureux, tout va plus facilement. Mais dès qu'il y a le cœur qui bat, forcément, on est fébrile. C'est le cas du personnage de Kev dans le film. Il l'aime tellement que c'est pour lui quelque chose d'inabordable. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à cet homme qui, lui, a déjà réussi à séduire la maman. Il se dit, si l'adage « telle mère, telle fille » est vrai, peut-être que cet homme est le seul à pouvoir m'aider à l'approcher. Merci beaucoup. Merci TLT. Il me semble que j'ai vu passer des photos de vous en soupule sur les réseaux sociaux. C'était donc moi, il me semble que c'était Greg Lamazère plutôt, qui lui ressemblait d'ailleurs, une grande ressemblance. On parle culture maintenant avec une grande dame de la chanson, She Was Born in Morlaix. Elle a 75 ans, c'est en Bretagne, Morlaix, pour vous, Sophie. Elle est ce soir au bikini, elle s'appelle Brigitte Fontaine. J'ai fait du tourisme avant de faire du journalisme. Je sais où est Morlaix, Jean-Marc. Sur les planches des théâtres parisiens, elle jouait Boris Vian en 63, jusqu'aux scènes rock de toute la France, en passant par un exil d'une décennie dans les années 80. Ces disques, dont les albums Kekeland en 2001 ou Rue Saint-Louis en Lille en 2004, ont bénéficié de collaborations aussi variées que prestigieuses, parmi lesquelles le groupe Noir Désir, Gotham Project, Zebda ou votre groupe préféré, tiens Jean-Marc? Allez-y. Sonic Youth. Eh oui. L'artiste donc Brigitte Fontaine vient de sortir un album à la fois inclassable, étonnant, provoquant et poétique. Un disque de Brigitte Fontaine ne ressemblant à rien d'autre qu'à un disque de Brigitte Fontaine. On écoute Crazy Horse quelques secondes. Serpillère espagnole, camisole de force, reloqué Crazy Horse. Un clip magnifique avec en arrière-fond des dessins de Enki Bilal, donc Brigitte Fontaine ce soir au bikini. Et on est loin de cet enfant que je t'avais fait avec Jacques Higelin dans les années 60. Quelle référence. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain soir, Marie Larpent en commande. Excellente soirée sur TLT.